Alors oui, le mystère le nain ou les mystères le nain, parce que, comme on va le voir, il y en a plusieurs. Euh, les frères Le Nain sont donc des peintres français du XVIIe siècle, et comme le disait François, ce sont des peintres, ou au moins un peintre, bien connu, ou en fait, comme on va le voir, pas très bien connu en réalité, d'où cette idée de mystère. Alors, on peut se demander pourquoi aborder ce sujet du mystère Le Nain? Pourquoi aborder ce sujet des frères Le Nain? Il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment l'intérêt propre du sujet, le fait qu'il y ait sur la biographie et sur l'œuvre des Le Nain un certain nombre d'ombres que l'on peut essayer de dissiper. Mais je dirais la cause essentielle, c'est le souvenir de l'exposition qui s'est tenue en 2017 au musée du Louvre-Lens. C'était, vous avez peut-être vu cette exposition, c'était la 10e exposition temporaire de ce musée depuis 2012. Et si vous êtes un peu familier du Louvre-Lens, vous savez que l'ambition des expositions temporaires est d'ouvrir un dossier, de traiter un sujet à fond et de produire un travail, disons, qui puisse faire référence pendant longtemps. Et je vous laisse le soin de juger si, pour les autres expositions, cette ambition a été atteinte. En tout cas, pour celle-ci, le mystère Le Nain, je vais m'efforcer de montrer que oui. Alors, c'est cette exposition-là qui m'a donné l'idée de proposer cette réflexion sur les frères Le Nain et sur le mystère. Alors, le mystère ou les mystères. Moi, je vois trois mystères chez les Le Nain. Il y a un premier mystère, c'est pas le plus important, mais c'est peut-être le plus intriguant, c'est le mystère biographique. C'est-à-dire, voilà, il y a trois frères, en fait, il y en a au moins quatre. Il y a trois frères qui sont peintres, au moins trois des quatre. Euh, il y a trois frères qui vivent en commun, qui peignent en commun, qui constituent une sorte de peintre à trois têtes, hein, jusqu'en 1648, date à laquelle deux des frères meurent. Et le troisième, le survivant, qui s'appelle Mathieu, survit 30 ans à ses frères et il continue à être peintre, réputé. Lorsqu'il meurt, les faire-part sont libellés ainsi, le chevalier Le Nain, peintre du roi et de l'Académie. Mais ce peintre-là, Mathieu, eh bien, est aussi le lauréat, si on veut dire, il reçoit des mains de Louis XIV le collier de l'ordre de Saint-Michel. Et on ne sait absolument pas pourquoi. En tout cas, pas pour ses talents de peintre, pour d'autres raisons. Il y a donc tout un aspect de la vie de Mathieu Le Nain qui nous échappe complètement. Et donc, c'est un mystère. Ce mystère-là, je ne suis pas capable de le dissiper du tout. Un deuxième mystère, ou une deuxième question qu'on peut se poser, c'est la question, si l'on veut, du sujet qui est abordé, des sujets qui sont abordés par les peintres. Ils sont réputés pour être les peintres des paysans français du XVIIe siècle. Or, c'est un fait, hein, mais or, on va le voir, ils peignent des scènes paysannes, oui, mais ils n'en peignent que entre 1641 et 1648. Le reste du temps, ils peignent autre chose. Et donc, on peut se demander pourquoi ils peignent ces scènes paysannes, qu'est-ce qu'ils veulent montrer à travers ces scènes paysannes. Ça, c'est un deuxième mystère. Et puis, il y a un troisième mystère, qui est un mystère, on pourrait dire, qui tient au nom. Il y a trois frères, Antoine, Louis et Mathieu, pour aller du plus âgé au plus jeune, trois frères et un seul nom. Comme beaucoup de peintres du XVIIe siècle, les frères Le Nain ne signent pas leur tableau. Et quand ils le signent, ce qui arrive, ils signent toujours de leur nom et jamais de leur prénom. Donc, question qu'on peut se poser, bien sûr, et là, pour le coup, l'exposition de Lens apporte un éclairage, c'est en fait la question qui a peint quoi? À qui peut-on attribuer tel ou tel tableau? Est-ce que c'est une vue d'esprit que de poser cette question ou est-ce que l'on peut apporter une réponse? Alors voilà ces mystères Le Nain que je vais vous proposer avec un espoir inégal de dissiper les mystères. Et si vous voulez bien, on va commencer par regarder un premier tableau. C'est le plus connu probablement des frères Le Nain, celui auquel Françoise faisait allusion tout à l'heure. Donc on peut l'appeler famille de paysans dans un intérieur. Enfin bref, voilà ce tableau qui est daté des alentours de 1642 probablement. C'est parmi les scènes paysannes des frères Le Nain le plus grand des tableaux qui a été peint. Il mesure dans sa plus grande longueur 1,59 m, ce qui en fait un tableau relativement petit finalement. Pourtant, c'est la plus grande scène paysanne en termes de centimètres que les Le Nain aient peint.
Et ce tableau est conservé au musée du Louvre depuis 1915. Il a été acheté en 1915, donc en pleine guerre, hein, pour la somme de 50 000 francs. Et 50 000 francs en 1915, c'est une somme rondelette, c'est 25 ans de salaire d'un porion dans les mines, par exemple. Donc, ce n'est pas rien. Surtout en pleine guerre, où on a peut-être autre chose à faire qu'à acheter des tableaux. Et donc, le fait que le Louvre achète ce tableau en 1915, c'est en quelque sorte un signe, une preuve de confiance dans le destin du pays. Je trouve que c'est assez réconfortant de voir un musée acheter un tableau en pleine crise. C'est une œuvre très célèbre. C'est peut-être la plus célèbre des œuvres des Le Nain ou de Louis Le Nain. Que voit-on? On voit un homme, on voit deux femmes, on voit 6 enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont là dans l'arrière-plan, hein, près du foyer. Ces personnages sont, en somme, si on peut dire, sont disposés, tout au moins pour les principaux, sont disposés comme sur une sorte de plan, une sorte de ligne. Hein, les visages, tout au moins, sont sur cette ligne. Et le, le, ces personnages donc sont peints avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humanité. Les visages sont en quelque sorte individualisés, bien sûr, et même une importance a été accordée, vous voyez par exemple à la tête du chien qui est là. Et les spécialistes aiment bien dire que ce chien est perdu dans ses pensées. Donc on se demande bien ce que peuvent être les pensées d'un chien, mais là en tout cas on a peut-être une illustration. C'est un tableau singulier quand même, parce qu'on se demande ce qu'il représente en réalité. Que représente-t-il? On voit par exemple l'homme attablé en train de couper du pain, et puis la femme à gauche qui vient de verser un verre de vin. Mais pourtant, ce n'est pas un repas. Ce n'est pas une famille attablée pour le repas. Il y a le garçon qui est juste au centre du tableau qui joue du flageolet. Pourtant, ce n'est pas un concert. Voilà. Quel est le sujet exactement de cette peinture? C'est une question qui se pose pour toutes les scènes paysannes des Le Nain, et nous en reparlerons évidemment, bien sûr, puisque c'est l'un des mystères. C'est une peinture aussi qui est donc tout à fait remarquable. Considérons par exemple la femme qui est à gauche. Vous voyez la manière dont le visage est peint, la légèreté de la touche. Mais vous voyez aussi, bon, c'est assez facile de faire parler un tableau, hein, mais vous voyez quand même tout ce que l'on peut lire sur le visage de cette femme, une vie en quelque sorte, hein, qui est là, représentée sur ce visage, une vie faite de joie et de douleur, une vie qui est donc peinte par Louis Le Nain sur ce tableau. Donc ce qui ressort de ce tableau, c'est la sérénité, c'est la clarté, et donc on peut considérer que l'on a affaire ici à une peinture classique dans le sens qu'on peut donner à la peinture française du XVIIe siècle, avec une particularité: on ne voit dans cette peinture classique, contrairement aux autres peintures classiques peut-être du XVIIe siècle, on ne voit pas de référence à l'Antiquité. Ça, c'est quelque chose de tout à fait frappant. Alors voilà, donc le premier tableau des Le Nain, nous allons voir plusieurs autres, évidemment, dans le courant de ce petit exposé. Alors, j'ai indiqué qu'il y a 3 mystères Le Nain: un mystère biographique, un mystère pour le sujet des peintures et un mystère pour l'identité des peintres. Je commence par donner une idée de la biographie de ces peintres. Alors, ils sont nés à Laon, autour de 1600-1610, peut-être un petit peu avant pour Antoine. On n'en sait pas beaucoup plus, en fait, sur eux. Ils sont 3, mais ils ont des frères et sœurs. Ils ont au moins une sœur et au moins un frère aîné. Ils sont nés à Laon, on n'a aucune idée de la manière dont ils ont appris à peindre. On ne sait rien du tout sur leur formation. Y a-t-il à Laon des peintres célèbres au XVIIe siècle? Non, pas qu'on sache. Comment fait-on pour apprendre à peindre quand on est à Laon? Personne ne sait. Alors peut-être faut-il imaginer un scénario du genre de celui qui est valable pour la formation de Nicolas Poussin, c'est-à-dire le passage dans la ville où l'on habite, le passage pendant quelques mois ou quelques années d'un peintre qui fait école en quelque sorte autour de lui et qui déclenche des vocations. C'est peut-être ça, mais si c'est l'explication, alors on ne sait pas qui est ce peintre-là.
la première date certaine pour les frères Lenain, c'est leur arrivée à Paris à la fin des années 1620, en 1629 exactement, lorsque l'aîné des trois, donc Antoine, est reçu maître dans le métier du faubourg. Ce que l'on appelle métier au XVIIe siècle, c'est ce que nous appellerions, nous, donc, corporation. Une corporation, un métier juré, c'est-à-dire un ensemble de règles très strictes et très contraignantes qu'il faut impérativement suivre et respecter. Il y a à Paris deux métiers, le métier de la ville et le métier du faubourg. Les règles du faubourg sont un petit peu moins contraignantes que celles de la ville, et Antoine Lenain est reçu maître dans le métier du faubourg. Le faubourg, c'est le faubourg Saint-Germain, auprès de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Donc, à la fin des années 1620-1629, les Lenain s'installent autour de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Ils vont habiter rue Princesse, ils vont habiter rue du Vieux-Colombier, ils vont habiter dans la paroisse Saint-Sulpice, en fait. Et voilà la première date, 1629. Une autre date importante pour eux, c'est 1632, lorsqu'ils reçoivent une commande, enfin lorsque Antoine Lenain, le maître, les frères sont des compagnons dans l'atelier, Antoine Lenain reçoit donc une commande de la part de la ville de Paris, de la part des échevins de la ville de Paris, qui lui commandent un portrait collectif. C'est l'usage à Paris et ailleurs que périodiquement les échevins fassent peindre un portrait collectif. On n'a pas conservé celui des frères Lenain, on a conservé celui de Philippe de Champaigne. Et donc, cette commande est très intéressante parce qu'elle donne une idée de la réputation des Lenain, qui est déjà bien installée en 1632. Elle donne une idée aussi de leur notoriété, et elle donne une idée également de leur train de vie, puisque cette commande leur est payée 500 livres. 500 livres tournois. En 1632, 500 livres tournois, qu'est-ce que ça représente? Bien, pour vous donner une idée, la famille Lenain possède à Laon une ferme, enfin dans la région de Laon, une ferme. Cette ferme, qui s'appelle la ferme de la Jumelle, rapporte à la famille 20 livres par an. Donc 500 livres, c'est 25 années de fermage. Donc c'est beaucoup, c'est énorme. C'est une commande qui est passée à Antoine Lenain, le chef d'atelier, le maître, et ses deux frères sont dans l'atelier avec lui, mais ils ne sont pas individualisés ni dans la commande, ni sur les toiles. De 1630, alors il y a d'autres commandes qui leur sont passées, on a quelques traces de commandes assez importantes qui leur sont passées, par exemple pour une peinture destinée à décorer l'église du couvent des Petits Augustins, la chapelle de la Vierge. Donc on a le bordereau de la commande, si on veut dire, pour cela. Et puis on arrive assez vite aux années 1640, 1641, où commencent à apparaître les premières scènes paysannes des Lenain. Les Lenain peignent des scènes paysannes entre 1641 et 1648. On se demandera pourquoi. Et 1648, c'est une date tout à fait charnière. 1648, c'est d'abord, au début de l'année, la fondation de l'Académie de peinture, l'Académie royale de peinture, qui est lancée par un groupe de peintres, parmi lesquels il y a Charles Lebrun, parmi lesquels on va trouver aussi Philippe de Champaigne, et parmi lesquels on va trouver les frères Lenain. Tous les trois, pas seulement Antoine. L'Académie de peinture cherche à s'affranchir des règles contraignantes, rigides, obsolètes peut-être, des métiers. On cherche à s'affranchir donc de la règle des corporations. Et donc l'Académie de peinture, lorsqu'elle apparaît en 1648, c'est un groupe de jeunes peintres révolutionnaires, on pourrait dire, enfin jeunes ou moins jeunes, révolutionnaires. Par la suite, le mot académique aura un sens un petit peu différent. 1648, début de l'année, les Lenain sont membres de l'Académie le 1er mars 1648. Et puis, dans la deuxième quinzaine de mai 1648, eh bien, il y a une épidémie, déjà, à Paris, une épidémie qui emporte Antoine, l'aîné, et Louis, le puîné, qui meurt à quelques jours d'intervalle. On est renseigné sur la cérémonie funèbre de Louis Lenain, qui coûte à la famille 45 livres, 15 sols. 45 livres, c'est donc plus de 2 ans de fermage de la ferme de la Jumelle. Ça donne une idée de je dirais, de la position sociale de ces frères, de ces peintres au milieu du XVIIe siècle. Donc après mai 1648, les trois peintres Lenain ne sont plus qu'un seul, Mathieu, qui va survivre 30 ans, il meurt en 1677, et qui va donc être gratifié par Louis XIV du collier de l'ordre de Saint-Michel en 1662. On ne sait absolument pas pourquoi.
L'ordre de Saint-Michel, c'est l'un des 2 ordres de chevalerie honorifiques qui, en France, au XVIIe siècle, il a été fondé par Louis XI au XVe siècle. Il y a un autre ordre fondé par Henri III au XVIe siècle, c'est l'ordre du Saint-Esprit, qui est encore plus prestigieux. En principe, les membres de l'ordre, des 2 ordres, sont membres de la noblesse lorsqu'ils reçoivent le collier de l'ordre, et s'ils ne sont pas membres de la noblesse, alors ils sont anoblis par le roi qui leur donne le collier de l'ordre. Et alors, chose bizarre, dans le cas de Mathieu le Nain, il a le collier, mais il n'est pas anobli, et on ne sait pas pourquoi. En tout cas, il est chevalier le Nain désormais. Et puis, quelques années plus tard, c'est l'époque des réformations de noblesse lancées par Colbert. Vous savez, être noble, ça veut dire surtout bénéficier d'un privilège fiscal. Et donc, Colbert demande aux bénéficiaires de ce privilège de prouver qu'ils sont nobles. Et comment prouver qu'on est noble? Il y a 2 moyens. Prouver que la famille vit noblement depuis la fin de la guerre de 100 ans, c'est-à-dire depuis 200 ans, ou alors produire une lettre d'anoblissement signée par un souverain depuis la fin de la guerre de 100 ans. Évidemment, Mathieu le Nain ne peut pas prouver que sa famille vit noblement depuis la fin de la guerre de 100 ans, ce n'est pas le cas, et il ne peut pas non plus produire une lettre d'anoblissement parce qu'il n'a pas été anobli, et on ne sait pas pourquoi, on a oublié de l'anoblir en lui remettant le collier. Donc le collier de l'ordre de Saint-Michel lui est retiré, il est condamné à une amende, et il lui est fait interdiction d'utiliser le titre de chevalier. Moyennant quoi, l'amende, il ne la paye pas, il en est exonéré. Le titre de chevalier, il l'utilise jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1677, et donc nous ne savons pas pourquoi. Donc il y a visiblement tout un pan de la vie de Mathieu le Nain qui nous échappe. Il a des protections, de hautes protections, c'est sûr. Il a des activités qui sont jugées utiles par le roi. Nous ne savons pas lesquelles. Et ça, c'est un mystère opaque, donc il n'y a rien de plus à dire sur ce mystère. Alors, depuis un moment, je vous montre ce tableau qui est donc, j'ai utilisé comme titre en quelque sorte. En fait, c'est un tableau qui a toute une histoire étrange. C'est un tableau qui apparaît, qui fait surface, si l'on veut, avant la guerre de 1914. Ce tableau va passer de main en main. Il est acheté finalement par la National Gallery de Londres en 1936. Et c'est un tableau qui est en mauvais état, qui a beaucoup de repeints. Vous savez, il a été transformé plusieurs fois, et donc il est acheté par la National Gallery comme une mauvaise copie d'un petit maître flamand des alentours de 1700. Et puis en 1968, on le nettoie, on le restaure, on le passe au rayon X, et on découvre que en fait, la toile a été utilisée plusieurs fois. Il y a donc toute une histoire de la toile. Et puis on découvre surtout ces 3 portraits que vous voyez là, qu'on n'avait pas vraiment vus depuis le début du XXe siècle. Et donc, il y a un consensus pour attribuer ces portraits à Louis et Mathieu le Nain. Alors évidemment, 3 visages, 3 peintres, on serait tenté d'y voir le portrait des 3 frères. C'est tentant, bien sûr. Certains spécialistes repèrent un air de famille sur les 3 visages. Moi, je ne suis pas vraiment convaincu, mais pourquoi pas. Les historiens du costume sont d'avis que le costume arboré par le personnage de gauche, qui serait donc le plus jeune des 3, Mathieu le Nain, et à droite Antoine, au centre Louis. Ce costume donc est à la mode à la fin des années 1640, par exemple en 1648. Et donc on pourrait imaginer dans ce cas que le portrait, enfin le triple portrait, est celui des 3 frères, entamé peut-être par Louis le Nain, achevé ou pas achevé par Mathieu le Nain après la mort de Louis et d'Antoine. Une sorte de mémorial qui aurait été entamé et abandonné après la mort des 2 frères par Mathieu. Maintenant, on peut dire aussi que si le tableau est réalisé vers 1648, alors à ce moment-là, Antoine a 50 ans, Louis en a presque autant, et que les personnages qu'on voit sur ce tableau ne sont pas des quinquagénaires. Donc, on ne sait pas trop qui est représenté là, mais on aime bien montrer ce tableau lorsque l'on parle des 3 frères Le Nain, comme s'il s'agissait d'un portrait des 3 frères Le Nain, peut-être. En tout cas, les frères Le Nain donc, disparaissent pour les 2 premiers en 1648 et pour le 3e en 1677, et on peut jeter un œil sur ce que devient la notoriété des Le Nain après leur mort. Alors très vite, cette notoriété, qui était bien établie, décline beaucoup, mais les Le Nain ne sont jamais oubliés.
On n'en parle plus beaucoup, mais on en parle encore un peu. On n'en parle pas très bien, mais on en parle quand même encore un peu. Et cela se voit au XVIIIe siècle, notamment lorsqu'on analyse les inventaires après décès que réalisent les notaires, à Paris notamment, ou bien lorsqu'on analyse les cabinets de curiosité, qui sont très à la mode au XVIIIe siècle. Ces cabinets de curiosité, il leur arrive d'être vendus. Et donc, il y a un relevé qui est établi, un inventaire qui est établi, et cet inventaire est publié avant la vente pour que chacun puisse faire son choix, en quelque sorte. Ces inventaires ont souvent été conservés. Et donc, dans les inventaires après décès ou dans les inventaires des cabinets de curiosité, on voit passer des tableaux des frères Lenain et on voit une évaluation, une estime. Le notaire, lorsqu'il fait une prisée, comme on dit, hein, eh bien, établit une valeur, donne un prix, qui est plus ou moins abstrait, certainement, mais enfin qui donne un reflet de la valeur que l'on s'accorde à reconnaître à telle ou telle peinture. Et on voit que les peintures de Rubens et les peintures des frères Lenain au XVIIIe siècle ont la même valeur. Autrement dit, une valeur assez réelle. Donc, des peintres sur lesquels on ne sait plus rien au XVIIIe siècle, à supposer qu'on n'ait jamais su grand-chose sur eux, des peintres que l'on comprend mal, on les confond, on les prend enfin, je veux dire, on n'arrive pas à les identifier, on leur attribue des peintures qui ne sont pas d'eux, mais enfin, ils ne sont pas oubliés. Et puis arrive la Révolution. Avec la Révolution, il y a un certain nombre de dispersions de tableaux. Les tableaux qui sont dans les églises sont souvent dispersés, pas forcément détruits, mais enfin dispersés. Et donc, on sait que les tableaux de Mathieu Lenain qui étaient dans les églises de Laon ont été dispersés de la sorte, et ils ont disparu. Ou alors, il y a des saisies qui sont réalisées, des saisies qui permettent d'approvisionner, si l'on peut dire, d'enrichir des musées qui, par ailleurs, vont faire leur apparition, et en particulier le musée du Louvre. Et donc, on voit en 1793 ce tableau, c'est l'autre œuvre célèbre des Lenain, ce tableau être attribué au musée du Louvre, c'est La Forge. Cette œuvre est extrêmement réputée. Très vite, elle va être très réputée. Elle va être considérée comme le chef-d'œuvre des Lenain. Pour vous donner une idée, par exemple, le peintre Delacroix, qui fréquente le Louvre dans ses années de formation, Delacroix réalise une copie de la Forge et il va conserver cette copie dans son atelier jusqu'à la fin de sa vie. La Forge est donc un tableau qui est de format tout à fait restreint, hein, puisque dans sa plus grande dimension, en hauteur, il mesure 69 cm. Et c'est un tableau qui est admiré depuis le 19e siècle pour la manière de l'artiste, pour la patte de l'artiste, pour sa touche, pour la légèreté de la touche. Il est admiré aussi pour la science de l'éclairage. Vous voyez la lumière qui est en fait la lumière du foyer. Il n'y a que cette lumière-là qui vient éclairer la scène et qui vient se réfléchir notamment sur les vêtements blancs hein, qui rougeoient un peu grâce à l'éclairage donné par le foyer. C'est une peinture qui est admirée aussi par l'énigme qui en découle. Que voit-on? C'est une question qu'on va se poser à plusieurs reprises, mais que voit-on? Il y a par exemple ici à droite un personnage, voilà, que pense-t-il, que dit-il, que fait-il, pourquoi est-il là? Mystère. On a l'impression, si vous voulez, que le spectateur entre dans la forge et que les personnes qui y sont se tournent vers lui sans comment dirais-je, expression précise sur leur visage. Donc c'est une peinture réputée depuis le 19e siècle. Alors, par la suite, à la fin du 19e siècle, on commence à avoir un intérêt, on pourrait dire, savant, se tourner vers les frères Lenain. Il y a des spécialistes qui étudient la peinture, qui s'efforcent d'introduire de l'ordre dans les tableaux, d'établir des classifications. C'est le cas notamment d'un spécialiste qui s'appelle voilà, j'ai oublié son nom, Champfleury, qui travaille dans les années 1860 sur les Lenain. C'est le premier spécialiste des Lenain, si on peut dire. Bon, par la suite, il y aura d'autres spécialistes qui vont proposer des regroupements, des classifications. Il y a par exemple, on va le voir, Paul Jameau, donc dans les années 30 du XXe siècle.
Donc, la peinture des Lenins fait l'objet d'un intérêt particulier à partir de la fin du 19e siècle. Et on commence à se demander donc quelle est la signification des thèmes que les Lenins ont abordés, et notamment quelle est la signification des scènes paysannes. Alors, donc, je passe au deuxième point de mon petit propos, le mystère Lenain, que voit-on? La tradition esthétique au XVIIe siècle distingue assez nettement deux façons de concevoir la peinture. Il y a une première façon de concevoir la peinture qui consiste en fait à considérer que le peintre peint des histoires, c'est-à-dire des sujets précis. Alors ces histoires, ça pourrait être par exemple des sujets religieux, l'Annonciation, l'adoration des mages, ou bien ça pourrait être des sujets historiques, l'entrée d'Alexandre à Babylone, ou bien ça pourrait être des sujets mythologiques, Bacchus et Ariane. Donc des sujets, ces histoires, qui sont répertoriés, qui sont une liste précise, et le peintre ne fait pas preuve d'imagination particulièrement. Il choisit un sujet et il va montrer son talent, non pas dans le choix du sujet, mais dans la manière dont il le traite. Il va montrer son habileté, son génie éventuellement, dans le traitement d'un sujet bien connu. Ça, c'est ce qu'on peut appeler le grand genre. Et puis, il y a une deuxième manière de traiter la peinture qui consiste pour le peintre à choisir un sujet, par exemple un paysage, par exemple un portrait, par exemple une nature morte, choisir un sujet et le traiter en montrant ce qu'il sait faire, en montrant son talent. Et cela, au XVIIe siècle, est considéré comme quelque chose de tout à fait banal, de tout à fait simple. Au fond, que fait le peintre qui peint un paysage ou un portrait? Il copie ce qu'il voit. Quelle habileté particulière faut-il avoir, ou quel génie particulier faut-il avoir pour cela? Donc il y a un grand genre et un petit genre. Alors si on accepte cette classification, clairement, les Lenins sont des maîtres du petit genre, tout au moins pour leur scène paysanne. Prenons par exemple un tableau comme celui-ci. Un tableau donc qui s'appelle Le Puits. C'est un tableau qui a la particularité de n'être pas visible en temps normal, puisqu'il appartient à un collectionneur privé, et qui n'est en général pas montré. Enfin, il était montré à Lens, mais il ne l'est pas en temps habituel. Alors, que représente ce tableau? Eh bien, vous voyez donc, comme son l'indique, il y a un puits, il y a surtout des personnages. Au fond, le personnage le plus visible, le plus caractéristique, c'est la vache, qui est au premier plan. C'est assez rare qu'on montre une vache sur un tableau. Enfin, non, il arrive souvent qu'on montre des vaches sur les tableaux, mais pas comme personnage principal. Et donc, cette vache est représentée avec beaucoup de finesse. Je ne vais pas m'amuser à essayer de déchiffrer l'expression qu'il y a sur le mufle de la vache. Mais enfin, vous voyez par exemple toutes les nuances de brun qu'il y a sur la robe de l'animal. Ce qui est remarquable dans ce tableau aussi, c'est le coloris, c'est la lumière grisâtre, le coloris crayeux pour le mur, par exemple. Les seules touches de couleur vive, au fond, eh bien, c'est le vêtement de cette dame qui est ici, au bord du puits, en train de puiser de l'eau. Donc, une scène paysanne, oui, une scène paysanne qui présente un certain nombre de caractéristiques. Hein, vous pouvez noter la lumière et le coloris blanc crayeux, parce qu'on va le retrouver sur d'autres scènes paysannes. Et une scène paysanne également qui est intéressante dans la mesure où il n'y a pas un sujet précis. On ne peut pas dire que, même si on parle du puits, on ne peut pas dire qu'on est en train de puiser de l'eau. Il y a une vache, mais celle-ci ne brode pas, on n'est pas en train de la traire. Enfin bref, voilà. Un sujet qui est relativement évanescent. Voilà ce petit genre dont les Lenins pourraient être considérés comme des maîtres tout à fait importants. Et puis, il y a donc une autre manière d'essayer de comprendre la peinture des Lenins dans les scènes paysannes, c'est d'en faire des scènes de genre, hein, le petit genre, scène de genre. On dit aussi, au XVIIIe siècle, on parlera plutôt de bambochade. Scène de genre, c'est une expression qui date du XIXe siècle plutôt. Au XVIIe, on parlera de drôlerie, de grotesque, de gueuserie aussi, pour désigner ces scènes paysannes. Alors, que voit-on? Peut-être faut-il considérer qu'il y a dans les scènes paysannes des Lenins eh bien, une approche réaliste. Voilà un tableau qui s'appelle Paysans devant leur maison, qui est conservé à San Francisco.
Le fait qu'il y ait des tableaux des Lenain aux États-Unis, il y en a plusieurs que nous verrons, s'explique parce qu'il y a eu à Londres en 1910 une exposition Lenain où l'on a montré les peintures des Lenain qui étaient en Grande-Bretagne en 1910. Et ça participe du mouvement d'intérêt particulier qu'on voit se développer pour les Lenain à la fin du 19e siècle. Et donc, des collectionneurs américains, voyant cette exposition à Londres, eh bien, ont commencé à acheter des tableaux des Lenain. Et ces tableaux ont ensuite été légués à des musées américains. Alors, dans ce tableau Paysans devant leur maison, on reconnaît la lumière grisâtre, on reconnaît le coloris blanc crayeux des murs, on voit la composition particulière du tableau, hein, c'est-à-dire il y a des personnages au premier plan et puis une scène à l'arrière-plan. Il y a au premier plan un personnage bien visible, ici c'est ce vieil homme, tout à l'heure c'était la vache, et peu de touches colorées, hormis ici le vêtement rouge de ce jeune homme qui est assis par terre. Le reste est moins individualisé, sauf peut-être la dame qui est là avec un enfant dans les bras, debout sur l'escalier. Que voit-on? Donc, on voit cette scène représentée ici, et peut-être est-il possible de remarquer que ces paysans devant leur maison, eh bien, ne sont peut-être pas véritablement des paysans au sens de travailleurs de la terre, au sens de, je dirais, de pauvres hères travaillant la terre. L'interprétation réaliste, cela consiste à analyser la situation de la société française au XVIIe siècle et à remarquer, par exemple, c'est un historien de l'art anglais qui a tenu ce raisonnement, Neil MacGregor, qui estime que si l'on compare la société française du XVIIe siècle avec la société anglaise du XVIIe siècle, on voit un choix différent qui est fait par ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie. La bourgeoisie anglaise du XVIIe siècle se tourne vers les activités économiques, vers les activités de production, de commerce, vers le commerce colonial, par exemple, hein, alors que la bourgeoisie française, à la même époque, se tourne plutôt vers la propriété de la terre, vers l'acquisition de biens fonciers. Dans l'esprit de cet auteur anglais, c'est là une trahison de la mission historique de la bourgeoisie, si on peut dire. En tout cas, ce que montrent les scènes paysannes des Lenain, eh bien, c'est peut-être précisément ça, c'est-à-dire les acquéreurs de biens fonciers qui se font peindre autour du bien foncier qu'ils ont acquis. Et comme le dit donc Neil MacGregor, au fond, que voit-on sous le pinceau des Lenain? Les Lenain sont des historiens. Ils nous montrent la société française telle qu'elle s'organise, telle qu'elle se transforme peut-être au XVIIe siècle. Donc c'est l'approche réaliste de la peinture des Lenain. Alors c'est très intéressant évidemment comme point de vue, parce qu'on peut remarquer en effet que, prenez par exemple les vêtements de ces paysans guillemets hein, français, ce sont des vêtements qui sont de bonne coupe, qui sont à la taille des personnes, ce sont des vêtements qui sont propres, ce sont des vêtements qui ne sont pas rapiécés, ce sont des vêtements qui sont colorés, enfin bref, ce sont des vêtements qui ne sont pas de deuxième ou de troisième main. C'est quelque chose qui est remarquable dans cette peinture-là. On va faire la même remarque pour la peinture qui suit, ou l'une des peintures qui va suivre. Donc voilà, réalisme des Lenain. Ce sont les peintres des paysans français du XVIIe siècle, ou en tout cas de la paysannerie française du XVIIe siècle, avec ses bouleversements sociaux. Alors, il ne faut pas sous-estimer quand même l'aspect artificiel des tableaux des Lenain. Prenons par exemple ce tableau, donc paysans devant leur maison. Et voyons qu'il y a ce personnage, qui est le personnage donc, principal, un vieil homme. Prenons un autre tableau qu'on va voir dans un instant, une autre scène célèbre des Lenain, et on voit qu'il y a là aussi un vieil homme qui ressemble un petit peu, on dirait. Hein. Et puis un troisième tableau des Lenain avec le même personnage ici. On a l'impression, c'est évident pour ces deux tableaux-là, peut-être pour celui-ci, on a l'impression que l'on a affaire à un modèle d'atelier. Un modèle d'atelier, c'est donc pas du tout une représentation réaliste d'une scène paysanne. Ou alors, considérons une peinture qu'on va voir dans un instant, avec la dame qui est au premier plan, et puis voyons que cette dame, on la retrouve dans un autre tableau qui est en haut à droite.
Ou si on n'est pas convaincu par le rapprochement des personnes. Après tout, on peut ergoter. Est-ce que vraiment ici, on a affaire au même personnage représenté sous un angle différent? Ça peut se discuter. Mais considérons le chien. Ce chien, c'est un bichon bolonais. Le bichon bolonais est très à la mode au XVIIe siècle. Il est très à la mode dans l'aristocratie et la haute bourgeoisie. Ce n'est pas ce genre de chien qu'on peut s'attendre à trouver dans une ferme française du XVIIe siècle. Ou bien alors, considérons le verre de vin qui est dans les mains du personnage au centre de cette toile. C'est un gobelet en cristal. On ne s'attend pas à trouver un gobelet en cristal dans une ferme paysanne française du XVIIe siècle. Donc, une apparence et une réalité. L'apparence, c'est la scène paysanne, c'est la scène réaliste en quelque sorte. La réalité est peut-être différente. Il y a un mystère le nain, après tout. Que voit-on? Alors, continuons et observons justement cette toile qu'on vient de voir, là, qui est l'autre toile célèbre des Le Nain, qui s'appelle Repas de paysans. C'est avec la famille de paysans, les deux toiles les plus célèbres des Le Nain. Ce sont des toiles qui sont très souvent choisies pour illustrer justement cette approche réaliste de la société française. Les professeurs d'histoire aiment beaucoup utiliser ces tableaux pour traiter le thème économie et société en France au XVIIe siècle. J'ai été professeur d'histoire, je l'ai fait moi-même. Mais celui-ci, que voit-on? Donc on a affaire à un tableau qui pour le coup, est daté 1642 et il est signé, Le Nain. Évidemment, Le Nain seulement, un patronyme, pas un prénom. C'est un tableau qui est connu depuis les années 1860, lorsqu'il a été décrit par les spécialistes dont je parlais tout à l'heure, Champfleury et Théophile Thoré. Théophile Thoré, c'est le redécouvreur de Vermeer. Et donc, ce tableau est attribué au Le Nain. On lui reconnaît une réelle valeur, et le propriétaire du tableau en 1860 finit par le léguer au Louvre. Le tableau entre au Louvre en 1869. Alors, on a tout de suite été sensible à l'atmosphère de spiritualité qui émane de ce tableau. Et on a dit, mais repas de paysans peut-être, mais ça peut être aussi bien un tableau qu'on pourrait intituler l'hospitalité. On voit une famille de paysans qui accueille à sa table un pauvre hère, un pauvre mendiant pieds nus. L'hospitalité. On a été très sensible, dès que ce tableau a été repéré, identifié, dès le XIXe siècle, à la sobriété des gestes, à la gravité des attitudes. Un auteur comme Huysmans, par exemple, avait insisté sur ce qui lui semblait repérable dans ce tableau, comme il le dit, c'est le fumet de Bible. Le fumet de Bible, c'est-à-dire un souvenir des évangiles, c'est-à-dire une austérité, une rigidité peut-être. Et certains spécialistes d'histoire de l'art considèrent que ce fumet de Bible, c'est un fumet de protestantisme. Et donc, il y a toute une explication possible de la peinture des Le Nain sous cet angle-là. Après tout, le XVIIe siècle, c'est une époque où il y a en France des personnes qui pratiquent le culte réformé, c'est-à-dire le calvinisme, par exemple dans la région de Laon. Et c'est vrai que les érudits locaux ont montré que le patronyme de Le Nain pouvait être assez souvent celui de personnes de religion protestante. La France est un pays dans lequel il y a des protestants au XVIIe siècle. Nous sommes avant la Révocation, et donc le culte réformé n'est pas interdit. Et donc cette explication du sens du tableau par le protestantisme des peintres n'est pas complètement incompréhensible, surtout si on se souvient qu'il y a sans doute 3 frères, mais en fait il y en a 4. Il y a un frère aîné. Le frère aîné porte le même prénom que le père. Le père des peintres et leur frère aîné s'appellent tous les deux Isaac. Et Isaac, c'est un prénom qui est puisé dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ça, c'est une marque de fabrique, si l'on peut dire, des protestants français du XVIIe siècle. Choisir des prénoms pour les enfants dans l'Ancien Testament. Sauf que les autres enfants s'appellent Matthieu, c'est pas vraiment l'Ancien Testament, Antoine, c'est pas non plus l'Ancien Testament, et Louis, c'est pas du tout l'Évangile. Bon, donc l'explication n'est pas forcément entièrement convaincante, mais il y a des arguments dans ce sens. Peut-être que les Le Nain étaient
protestants à Laon, lorsqu'ils y sont nés. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que lorsqu'ils arrivent à Paris, ils ne le sont plus. À Paris, ils s'installent, comme je l'ai dit, dans la paroisse Saint-Sulpice. On connaît le nom du propriétaire de la maison dans laquelle ils habitent dans les années 1640. Il s'agit de Frémin-Beaubier. Alors Frémin-Beaubier, évidemment, n'est pas très connu aujourd'hui, sauf des historiens, mais Frémin-Beaubier, c'est un personnage qui est le directeur de la confrérie du Saint-Sacrement de la paroisse Saint-Sulpice. C'est ce qu'on fait de mieux en matière de catholicisme, ça, dans les années 1640. Donc, est-il vraiment crédible que des peintres protestants s'installent chez un tenant militant du catholicisme français dans les années 1640? C'est quand même peu crédible. Un autre argument plus solide pour indiquer que la peinture des Lenins, qui exhale au terme de Huysmans un fumet de Bible, est en fait une peinture d'inspiration catholique, c'est de considérer la présence des enfants. On a voulu voir dans ces enfants une allusion ou une évocation du courant spirituel incarné par Saint Vincent de Paul et par la congrégation des Filles de la Charité. Les Filles de la Charité qui, dans la France du XVIIe siècle, et à Paris en particulier, eh bien, recueillent les enfants abandonnés et s'efforcent de les confier à des familles charitables, à Paris ou dans les faubourgs. Et donc, si on accepte cette interprétation, on dira, ce que nous voyons, ce n'est pas une scène paysanne, ce que nous voyons, c'est le portrait des membres de la famille charitable qui accueillent des enfants abandonnés, le tout étant mis en scène sous forme de scène paysanne. Deux interprétations tout à fait contradictoires. Il y en a une troisième qui consiste à dire que les frères Lenain habitent dans les années 1640 dans la paroisse Saint-Sulpice. Qui est le curé de la paroisse Saint-Sulpice en 1640, dans les années 1640? C'est monsieur Ollier, Jean-Jacques Ollier, qui est non seulement curé de paroisse, mais qui est un personnage qui est lié au courant incarné par le cardinal de Bérulle, c'est-à-dire l'introducteur en France de la spiritualité de l'oratoire. Et monsieur Ollier est un théologien, si on peut dire, très célèbre dans les années 1640 et encore célèbre aujourd'hui, enfin, quand on s'intéresse à la théologie catholique, puisque les textes spirituels de monsieur Ollier sont encore aujourd'hui édités régulièrement. Monsieur Ollier publie donc un recueil de conseils spirituels pour les fidèles sous le titre de la Journée chrétienne, dans lequel on trouve le texte que vous avez sous les yeux. Nous pouvons aussi bien, c'est le français du XVIIe siècle, nous pouvons aussi bien rendre nos repas des figures du repas de Jésus-Christ. Le temps que l'on doit mettre depuis que l'on est assis jusqu'à ce que l'on commence à manger, qui doit être une pause considérable, se doit employer pour se tenir exposé à Jésus-Christ, afin qu'il commence par nous son sacrifice. Pour manger avec révérence, il faut avoir Dieu présent, qui remplit tout le lieu comme il ferait un temple. Quand on prend le verre, ça doit être encore dans ce même esprit de sacrifice à Dieu qui autrefois avait institué dans la loi deux sortes de sacrifices, l'un de substance liquide et coulante, l'autre de substance solide. Les unes et les autres étaient matière de sacrifice, car toutes deux perdaient leur être pour la gloire de Dieu. Voilà un texte spirituel de M. Ollier, le curé de la paroisse dans laquelle vivent les frères Lenain dans les années 1640, un texte qu'on croirait écrit en face de cette peinture, ou une peinture qu'on croirait écrite après la lecture de ce texte. Et donc, dans ce cas, il faudrait considérer cette peinture comme une sorte d'allégorie du partage eucharistique. Après tout, quel est le sujet? Que voit-on? On voit le pain et on voit le vin. Allégorie du partage eucharistique et allégorie aussi des espèces consacrées. Le vin, c'est le sang du Christ. D'ailleurs, ce vin est visible dans un verre, et pas dans un verre en cristal, et c'est ce verre en cristal qui est au centre du tableau. Donc, une troisième interprétation, que voit-on? Le mystère Lenain. Bien difficile de choisir l'une ou l'autre de ces interprétations, évidemment. Comment faire pour choisir? Peut-être y en a-t-il une quatrième, après tout. Certes, on peut
envisager que les Lenains étaient des lecteurs de M. Ollier, on peut envisager qu'ils aient eu une vie intellectuelle, une vie spirituelle, intellectuelle peut-être, mais spirituelle très intense, c'est possible, mais ce sont aussi des peintres qui produisent des tableaux qu'ils vendent, et les frères Lenain vivent de ça. Donc, il est possible aussi d'essayer de comprendre leur peinture à partir d'une analyse économique. Et par exemple, on peut le faire à partir de cette toile des frères Lenain, La Charrette, 1641. C'est une toile qui, elle aussi, est datée, 1641, qui, elle aussi, est signée Lenain, le patronyme, pas le prénom. Et c'est une toile qui, depuis le début du XXe siècle, est considérée comme ayant été peinte par Louis Lenain. Que voit-on? On voit d'abord, comme sur le puits, comme sur les paysans devant leur maison, on voit cette lumière grise. On voit le coloris blanc crayeux pour les murs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent, sous le pinceau de Louis Lenain, peut-être. Que voit-on? On voit une composition assez étrange, à vrai dire, ou même, on peut dire, une absence de composition. On a l'impression que les groupes de personnes sont plaqués là et là, sans qu'il y ait vraiment quelque chose qui les unisse de façon claire, de façon précise. Une composition étrange, une composition peut-être tout intellectuelle. Donc on est aux antipodes du réalisme dans ce cas. Que voit-on? On voit aussi une grande humanité que le peintre réussit à donner au visage des personnes qu'il représente, comme par exemple la dame au premier plan. On peut aussi considérer qu'on retrouve sur cette peinture les vêtements de qualité convenable, les vêtements à la taille des personnes, notamment des enfants, sauf peut-être pour celui-ci, là on a l'impression que les vêtements étaient un petit peu raccourcis, des vêtements de bonne qualité, des vêtements propres, des vêtements qui ne sont pas rapiécés, et donc il y a un spécialiste de l'histoire du costume qui s'est amusé à évaluer, à mesurer la valeur des vêtements que nous voyons là, pour donc ils sont 8 personnages, 8 vêtements, les chaussures, enfin, on arrive à une valeur d'après cet historien du costume, de 60 livres. Le loyer de la ferme de la Jumelle à Laon, pour la famille Lenain, c'est 20 livres par an. Donc 60 livres, c'est une somme importante. Voilà, donc on a affaire ici à une scène paysanne qui nous montre des paysans vraiment très bien habillés, des paysans visiblement en bonne santé. Je rappelle qu'au XVIIe siècle, dans les campagnes françaises, il arrive qu'on meure de faim. Ce sera plus vrai à la fin du XVIIe qu'au milieu du XVIIe, mais il arrive qu'on meure de faim. Et donc, ça fait partie, ça aussi, du mystère Lenain. Donc, que voit-on? Peut-être s'agit-il de cette bourgeoisie investissant dans la terre, comme je suggérais tout à l'heure. Et donc, cette peinture a été réalisée, peut-être par Louis Lenain, en tout cas en 1641, et c'est l'une des premières scènes paysannes proposées sur le marché de l'art par ce trio de peintres, ou par cette trinité de peintres donc français du XVIIe siècle. Comment fonctionne le marché de l'art à l'époque, dans les années 1640? Pour ce genre de toile, pas pour les grandes toiles que l'on va installer dans les églises ou bien dans les palais, mais pour ce genre de toile, eh bien, il y a un lieu où l'on peut se procurer ce genre de toile à Paris, c'est la foire de Saint-Germain. La foire qui se tient auprès de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés chaque année, en février-mars, et qui est réputée justement pour ses échoppes de peintres et pour ses peintures. À un certain moment, il y a 230 échoppes de peintres sur le marché de la foire de Saint-Germain. Donc chaque année. C'est un marché très concurrentiel. Pour s'y établir, il faut avoir des peintures à vendre, mais il y a d'autres peintres qui vendent des peintures. Et en particulier, il y a des peintres flamands qui soit peignent en Flandre et vendent à Paris, soit carrément viennent à Paris. Par exemple, dans les années 1630, vous avez à Paris un peintre comme David Ténier, David III Ténier, qui est à Paris donc en 1635 avec ses enfants. Donc le marché est concurrentiel et les frères Lenain se présentent sur ce marché à partir de 1641, pas avant, pour essayer de conquérir une part de marché. Et pour conquérir une part de marché, il faut
eh bien, il faut se faire, si je puis dire, il faut se faire un nom, pas un prénom. C'est pourquoi ils ne signeront pas de leur prénom, mais de leur nom. Il faut se faire un nom qui est déjà assez notoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un nom qui doit être, qui doit avoir une valeur marchande sur le marché de l'art. Il faut se faire un nom, mais il faut aussi produire des peintures qui vont pouvoir se distinguer, se singulariser par rapport aux autres. Et les autres, ce sont les scènes paysannes flamandes. Ces scènes paysannes flamandes sont caractéristiques, sont tout à fait, enfin bien connues. J'ai choisi de ne montrer que des peintures de Lenain. Donc, ce sont des scènes truculentes, ce sont des scènes colorées, ce sont des scènes comiques parfois, ce sont des scènes triviales. On ne manque pas de vulgarité même, parfois, dans ces scènes de peinture flamande des paysans du XVIIe siècle. Et donc, voilà ce qu'il y a sur le marché. Et les Lenains se présentent sur le marché en proposant autre chose. En proposant, certes, des scènes apparemment paysannes, mais vous voyez, ce n'est pas la truculence et le comique de la scène flamande, c'est la noblesse, la simplicité de la scène française. C'est une gueuserie, comme on dit. La gueuserie, c'est la scène paysanne, hein, dans le vocabulaire du XVIIe siècle, gueuserie, drôlerie, grotesque. C'est une gueuserie, oui, mais une gueuserie noble. On montre non pas des miséreux, mais des pauvres. Et la pauvreté est quasiment une vertu évangélique. Donc, voilà la marque des Lenains. Ils ont une marque de fabrique, leur nom, et ils ont une patte caractéristique. Et de ce fait, on peut comprendre pourquoi ils peignent des scènes paysannes à partir de 1641, et pourquoi ils ne le font plus à partir de 1648, puisqu'ils sont morts. On peut comprendre pourquoi ils signent de leur nom et pas de leur prénom, c'est inutile sur le marché, et on peut comprendre pourquoi donc ils payent ce genre de scène. Alors il y a un argument qui va tout à fait corroborer cette analyse, c'est la nature de la toile. Je parle de la toile au sens matériel. Les spécialistes peuvent mesurer la qualité de la toile en comptant le nombre de fils, de chaînes ou de trames par centimètre carré. Avec les toiles paysannes des Lenains, on a des toiles qui ont un petit nombre de fils, de chaînes ou de trames par centimètre carré, 8 à 15 seulement, alors que pour les grandes scènes mythologiques ou pour les autres toiles qu'ils vont réaliser, on aura des toiles beaucoup plus fines, de meilleure qualité, plus chères aussi. Et les peintres flamands emploient ce même genre de toile, donc 8-15 fils par centimètre carré. Donc, on peut considérer que c'est une preuve du choix commercial que les Lenains ont fait en se présentant sur le marché de l'art, donc de la foire de Saint-Germain, entre 1641 et 1648. Alors voilà, le mystère Lenain, que voit-on? Est-ce qu'il est dissipé? Pas vraiment, hein. Quand on propose 4 explications, c'est qu'il n'y en a pas une qui l'emporte absolument. Mais enfin, il y a plusieurs façons d'envisager le problème, et cela, évidemment, donne à ces peintres d'autant plus intérêt pour nous. Alors, il y a un troisième mystère, le nain, ce sont donc les identifications qu'on peut faire, c'est-à-dire un seul nom, mais 3 peintres. Alors, ce qui est remarquable, c'est que donc les frères Lenain ont peint ensemble dans le même atelier. C'est une certitude, puisque seul Antoine était maître d'atelier, donc ces 2 frères ne pouvaient pas s'établir à leur compte. Ils ont peint ensemble dans le même atelier. Les toiles qui ont été signées de leur patronyme et jamais de leur prénom. Et clairement, on peut indiquer, c'est ce que je viens d'expliquer, qu'il s'agit là de leur logo, de leur marque de fabrique, enfin, qui est la marque de fabrique de l'atelier. Et dans ces conditions, les Lenain ont fait le choix de rendre impossible la dissociation de leur patronyme en 3 prénoms. Le choix qu'ils ont fait rend difficile d'attribuer à l'un ou à l'autre des frères telle ou telle peinture. C'est le choix qu'ils ont voulu faire. Et donc, on dira que ces 3 peintres forment, si j'ose dire, une trinité. Après tout, on sort d'une explication spirituelle de la peinture, donc une trinité. Et le travail des spécialistes, des historiens de l'art, depuis la fin du XIXe siècle, a été de transformer cette trinité en un trio, c'est-à-dire de reconnaître des manières différentes dans le corpus des œuvres des Lenain, de distinguer des groupes,
Le mieux, ce serait d'arriver à distinguer 3 groupes, et donc on aurait 3 groupes, 3 frères, un groupe par frère ensemble. C'est le travail qui est entrepris par les spécialistes depuis la fin du 19e siècle. Alors il y a 3 grands moments pour cela. C'est par exemple le travail d'un érudit comme Paul Jameau. Paul Jameau est le grand spécialiste de la peinture française du XVIIe siècle dans les années 20 et les années 30. Et il y a donc une grande exposition Le Nain au Petit Palais en 1934 où Paul Jameau explique dans l'exposition et dans les notes qui sont prises, il n'y a pas encore vraiment de catalogue à l'époque, mais enfin il y a quand même des articles qui sont publiés, Paul Jameau explique qu'il est possible, en fonction de tel ou tel critère, de distinguer 3 groupes, un groupe numéro 1, numéro 2, numéro 3 groupes dans la peinture des Le Nain, et Paul Jameau propose d'attribuer le groupe numéro 1 à Antoine, le groupe numéro 2 à Louis, et le groupe numéro 3 à Mathieu Le Nain. Donc, vous voyez, dès les années 30, on commence à dissocier la Trinité en trio. Deuxième grande époque, la grande rétrospective des frères Le Nain au Grand Palais, cette fois-ci, en 1978. Et puis, troisième grande époque, donc la rétrospective Le Nain au Louvre-Lens en 2017. Alors, si on se penche sur l'exposition de 1978, elle a été préparée et organisée par Jacques Thuillier. Jacques Thuillier est le grand spécialiste de la peinture française du XVIIe siècle dans les années 60 et 70. Et donc, Jacques Thuillier, qui organise l'exposition de Paris, du Grand Palais, reprend la classification de Paul Jameau et explique, il y a dans le catalogue 12 pages dans lesquelles Thuillier explique qu'il n'est pas convaincu par l'analyse de Paul Jameau, il n'est pas convaincu que les critères qui ont été utilisés soient vraiment pertinents, il n'est pas convaincu que la conclusion à laquelle Paul Jameau était arrivé soit acceptable. Il ne dit pas qu'il ne faut pas chercher à distinguer les peintres, bien sûr, mais il dit qu'il n'est pas convaincu par le raisonnement ni par le résultat. Et donc, dans cette exposition de 1978, eh bien, on n'attribue pas à un des 3 frères telle ou telle peinture. Et les peintures sont attribuées aux frères Le Nain de façon générale. C'est un choix tout à fait respectable, évidemment, tout à fait honnête, hein, mais c'est un choix qu'on peut ne pas faire. Et c'est un choix, en tout cas, qui n'est pas fait en 2017 par Nicolas Milovanovic. Alors, Nicolas Milovanovic est le grand spécialiste de la peinture française du XVIIe siècle aujourd'hui. Il a publié il y a quelques années un catalogue raisonné des peintures de l'appartement du roi à Versailles, par exemple. Et donc, c'est lui qui avait organisé l'exposition de 2017, où il explique que depuis 1978, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup réfléchi. Il y a des points de vue différents. Il y a des techniques différentes. Par exemple, on peut maintenant analyser la couche d'après que les Le Nain mettent sur leur toile, et ils ont des habitudes. C'est toujours la même couche d'après qu'ils utilisent, ce qui fait que si on doute de l'attribution au Le Nain, en utilisant la couche d'après, eh bien, on peut savoir s'il est possible que ce soit le Le Nain ou s'il est possible que ce ne soit pas les Le Nain. On a pu ainsi éliminer une série de peintures qui étaient attribuées au Le Nain et qui maintenant ne sont plus attribuées. Il y a par exemple un tableau qui s'appelle le Cortège du bœuf gras, qui était considéré comme un tableau des Le Nain encore dans les années 70, avant les années 70. C'est un tableau que Picasso avait acheté, qu'il avait mis dans sa collection, qu'il a légué au Louvre ensuite. Et ce tableau-là, aujourd'hui, n'est plus considéré comme un tableau des Le Nain. Donc, Milovanovic explique que ce qui paraissait impossible à Thuillier en 1978 paraît maintenant possible. Et donc, toute l'exposition de Lens était organisée autour de la distinction des 3 pinceaux d'Antoine, de Mathieu et de Louis Le Nain. Et c'est ce que je vais faire pour mon compte personnel maintenant. Alors, premier peintre, Antoine Le Nain. Je précise que toutes les peintures que vous avez vues jusqu'ici sont des peintures qui sont attribuées à Louis Le Nain. Et maintenant, on va passer à Antoine Le Nain. Antoine Le Nain, donc voilà un tableau, le Bénédicité, peut-être vers 1645. C'est un tout petit tableau, sa dimension maximum en longueur est de 17 cm. C'est une peinture, ce n'est même pas une toile d'ailleurs, c'est une peinture sur cuivre qui montre donc à gauche une femme perdue dans ses prières et récitant le Bénédicité, qu'elle s'efforce de faire réciter à 3 enfants qui sont donc représentés sur cette peinture.
Alors, ce qui est remarquable pour un tableau de toute petite taille, ce qui est remarquable, c'est la précision, vous voyez ici, par exemple, des broderies, des cols de ces enfants. D'où la qualification de miniaturiste que Milovanovic donne à Antoine Lenain. Des détails extrêmement précis, extrêmement petits sur la toile. Ce qui est remarquable aussi, ce sont les portraits, l'individualisation des physionomies sur les 4 visages que nous voyons là. On a l'impression ici de 3 portraits quasi pris sur le vif. Et donc, ce qui est remarquable également, c'est que, alors c'est d'abord le côté ironique de la scène, cette dame qui essaye de discipliner ces 3 enfants, ou 3 des enfants dont elle a la garde, pour leur faire réciter le Bénédicité, cette prière, donc. Apparemment pour la fille, c'est-à-dire la plus jeune, cela marche, mais pour les 2 garçons, visiblement, ça ne marche pas très bien, notamment pour celui qui est à droite, qui singe la position de sa sœur, admettons que ce soit sa sœur, et qui rit, qui rigole, même on peut dire. Donc, le caractère ironique de cette scène peut être amusant à regarder, mais ce qui est vraiment remarquable, ce sont les physionomies des enfants. Jusqu'à cette peinture, donc 1645, les enfants que les peintres peignent sont très souvent des adultes en miniature. Ou bien alors, ce sont des catégories, ce sont des fonctions, ce sont des angelots, des choses comme ça. Et il y a très peu d'individualisation sur les visages. Ici, au contraire, on a une individualisation réelle. Et les spécialistes estiment qu'au fond, on a affaire là, sous le pinceau d'Antoine Lenain, à la première véritable peinture représentant vraiment des enfants, de vrais enfants. Donc c'est évidemment tout à fait intéressant à souligner. Voilà pour Antoine Lenain, une patte particulière. Mathieu Lenain, Antoine était l'aîné. Mathieu Lenain, le plus jeune, eh bien, c'est le fameux peintre chevalier. Alors, du chevalier, nous ne savons rien. Le peintre lui-même, on peut en dire un certain nombre de choses. D'abord que c'est un peintre, si on admet l'attribution à Mathieu Lenain, bien sûr, que c'est un peintre qui sait peindre. On a affaire ici à un ensemble de personnages noblement représentés, une scène bien composée et peinte avec beaucoup de métier, clairement. On peut remarquer aussi que cette scène composée a peut-être été composée à partir de modèles d'atelier. Je rappelle que ce personnage-là, on l'a trouvé aussi dans le repas de paysans, c'est-à-dire c'est le personnage qui avait le verre de vin dans la main. Et ce tableau donc est daté par Milovanovic de 1646-48, peut-être même 48, c'est-à-dire vraiment à l'extrême, enfin à la date charnière dans la famille Lenain, la mort d'Antoine et de Louis. Donc un tableau attribué à Mathieu Lenain. Un autre tableau encore plus intéressant et encore plus problématique au fond, c'est celui-ci, c'est l'atelier. Alors l'atelier, vous voyez ici on a carrément une datation à 1655, et même peut-être au-delà. Si la date est valable, alors c'est de façon absolument certaine un tableau de Mathieu Lenain, puisqu'en 1655, Antoine et Louis sont morts depuis plusieurs années. Alors ce tableau appartient à la collection du Vassar College, qui se trouve à Poughkeepsie, dans l'État de New York, aux États-Unis. Alors, il faut dire un mot sur le Vassar College, qui est un établissement intéressant. C'est une université qui a été fondée par un Mathieu Vassar en 1861. Et Mathieu Vassar a fondé cette université pour les filles en insistant sur l'idée suivante. Une université aux États-Unis, ce n'est pas seulement un endroit où on doit étudier, bien sûr, il faut étudier, ce n'est pas seulement un endroit où on fait du sport, parce que dans les universités aux États-Unis, on fait du sport, mais c'est aussi un endroit où il faut admirer des œuvres d'art. Et donc, Mathieu Vassar crée cette université avec un musée. Alors, il dote ce musée de sa propre collection de peinture, et puis par la suite, le musée va acheter des œuvres, et notamment celle-ci, qui est achetée en 1946. Cette université fait partie d'un groupe. Il y a des groupes d'universités aux États-Unis, on connaît bien l'Ivy League. L'Ivy League, c'est le groupe des universités les plus anciennes aux États-Unis, tellement anciennes que leurs murs sont couverts de lierre, ce qui se dit Ivy en anglais. Alors, le Vassar College ne fait pas partie de l'Ivy League, il fait partie des Seven Sisters. Les Seven Sisters, ce sont les 7 universités pour filles les plus anciennes.
Et donc, au Vassar Collège, on a vu passer des gens comme Jacqueline Bouvier, qui a été par la suite Jacqueline Kennedy, Jane Fonda, Meryl Streep, ont étudié là. Donc, se dire que c'est une université quand même tout à fait réputée. Alors donc, que voit-on? On voit, donc le tableau est intitulé «L'atelier», on voit un peintre assis, en train de peindre probablement cette scène que l'on voit là, hein, qui est une allégorie de la peinture, une fenêtre qui est ouverte dans son dos, et, euh, et donc, les deux sujets, enfin les deux questions qu'on peut se poser à propos de ce tableau, c'est quand a-t-il été peint? Ça, c'est fondamental pour les Lenains. Et d'autre part, que représente-t-il? Alors, quand a-t-il été peint? Arrivé à dater de la deuxième moitié des années 1650, cela est possible si on considère le costume du peintre. Et notamment, vous voyez ici, il y a le bas de ces chausses, si l'on peut dire, hein, avec beaucoup de rubans. Alors, un costume, enfin un vêtement de ce genre-là, au XVIIe siècle, ça s'appelle une ringrave. Une ringrave qui est à la mode dans les années 1650-1660. À la mode, oui. Prenons par exemple cette peinture, elle est due à un peintre mineur, l'aumônier, mais elle est réalisée à partir d'un carton de tapisserie de Charles Lebrun. Donc la scène représente la rencontre en 1660 entre le roi de France Louis XIV, que vous avez à gauche, et le roi d'Espagne Philippe IV, que vous avez à droite. Rencontre après la signature du traité des Pyrénées, rencontre durant laquelle on va, si je puis dire, livrer à Louis XIV l'infante Marie-Thérèse qui est là et qui va devenir la reine Marie-Thérèse, hein, l'épouse de Louis XIV. Et donc on reconnaît la cour d'Espagne avec ici le Premier ministre, Luis de Haro, et puis la cour d'Espagne qui est vêtue de façon très sobre, de façon très austère. Hein, c'est la mode en Espagne au XVIIe siècle. Et puis à gauche, on reconnaît donc Louis XIV, la mère de Louis XIV, que l'on appelle en France Anne d'Autriche, parce qu'elle fait partie de la famille des Habsbourg. Pour les Français, les Habsbourg sont autrichiens, mais en réalité, les Habsbourg au XVIIe siècle règnent aussi en Espagne, et donc Anne d'Autriche est la sœur de Philippe IV. C'est une princesse espagnole au départ, c'est la tante de Marie-Thérèse, donc Louis XIV c'est tout sa cousine, autrement dit. Vous avez ici le ministre, le principal ministre de Louis XIV est le cardinal Mazarin, et là vous avez le frère de Louis XIV qui est le duc Philippe d'Orléans, et derrière les grands personnages de la cour, on pense qu'ici c'est peut-être Turenne. Quoi qu'il en soit, voyez comment les courtisans français sont habillés. Alors ils sont habillés de manière beaucoup plus chamarrée que les courtisans espagnols, ça c'est clair, mais ils portent des ringraves. Ils portent des ringraves avec des rubans donc, qui sont cousus sur cette ringrave. Une ringrave de bonne qualité doit comporter 200 zones de ruban. 200 zones de ruban, ça vous fait quelque chose comme 70 mètres de ruban cousu sur la ringrave. Bon. Alors là, on peut considérer que si le roi lui-même porte une ringrave en 1660, c'est que le vêtement est à la mode. Et que donc, si l'on voit le peintre peint par Mathieu Lenain porter une ringrave, c'est que ce tableau n'a pas été réalisé en 1640, mais beaucoup plus en 1650, 55, 60 peut-être, et que donc il a été peint après la mort d'Antoine et de Louis, et que par conséquent c'est un tableau de Mathieu. Ça c'est vraiment la conclusion à laquelle on arrive aujourd'hui. C'est la conclusion à laquelle Jacques Tuillier, en 1978, ne voulait pas arriver. Il considérait que l'histoire de la ringrave, ce n'était pas suffisamment convaincant comme argument. Bon. Et donc, dans l'exposition de 1978, ce tableau n'avait pas été présenté, et il était présenté dans l'exposition de 2017. Alors, une fois qu'on est d'accord ou pas sur la date, il faut se demander ce que représente le tableau. Il représente un peintre peignant dans son atelier. Mais en réalité, c'est une réflexion, c'est une allégorie sur la peinture. Et la peinture qui nous est présentée comme une activité manuelle. Il y a la main qui peint, effectivement, et puis en arrière-plan, vous avez ici le mortier pour broyer les pigments, vous avez le flacon qui contient de l'huile de lin pour lier les pigments, donc on fabrique sa peinture, hein. C'est une activité manuelle. Bon. Mais en même temps, vous avez de l'autre côté la peinture qui est mise au même rang que, par exemple, la musique qui est évoquée ici par la guitare et par les luths que nous voyons là. Vous avez l'astronomie qui est évoquée par la sphère Armilnaire, vous avez la géométrie qui est évoquée par le compas,
peut-être ici des livres de mathématiques, d'arithmétique en tout cas. Bref, nous avons les arts libéraux qui sont représentés sur la partie gauche du tableau. Donc, allégorie de la peinture et de la double nature de la peinture, une activité manuelle et un des arts libéraux. C'est le sujet du tableau. Alors maintenant, la manière du peintre, bon, c'est un tableau bien fait, c'est un tableau de bonne facture. Le peintre est un peintre qui connaît son métier, incontestablement. Dire que c'est un grand génie, peut-être pas, mais enfin, il connaît son métier. Il a cherché à donner de la profondeur au tableau en ouvrant une porte, et puis il y a un personnage qui tourne le dos dans cette porte. Bon, ça donne un petit peu de profondeur à la scène, mais enfin, regardez, on n'a pas l'impression que le personnage soit sur le même niveau que le chien ou que le peintre lui-même. Il manque peut-être un escalier pour passer dans la pièce voisine, peut-être une petite erreur de conception. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un tableau intéressant, un tableau qui, si l'on accepte le raisonnement sur la rein grave, est la preuve que ce tableau est de Mathieu Lenain. Si on n'accepte pas le raisonnement sur la rein grave, c'est la preuve de rien du tout. Sauf à comparer ce tableau et le précédent, donc deux tableaux de Mathieu, et le précédent encore un tableau d'Antoine, comparer ces trois tableaux-là au tableau de Louis. Tous ceux que vous aviez vus avant, ce sont les tableaux de Louis, et les trois qu'on va voir maintenant, ce sont les tableaux de Louis aussi. Alors comparez ce tableau, l'atelier, avec celui-ci. Et évidemment, je crois que là pour le coup, ça saute aux yeux, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. On a affaire ici à un tableau tout à fait étrange. D'abord, c'est une belle histoire. On raconte souvent, vous savez, des histoires de tableaux de maîtres trouvés chez un brocanteur, chez un antiquaire, au marché aux puces. Vous achetez 3 francs 6 sous une croûte qui s'avère être un Rembrandt, par exemple. Bon, généralement, c'est faux. Là, c'était vrai. C'est un tableau qui a été acheté chez un antiquaire de Château-Thierry en 1955 par un galeriste parisien. Et puis, après avoir été nettoyé, étudié, eh bien, tous les spécialistes français de la peinture du XVIIe siècle, enfin tous les spécialistes de la peinture française du XVIIe siècle, sont tombés d'accord pour dire que c'était un tableau des Lenain. Très différent des autres. Très différent des autres, surtout si l'on accepte de considérer que les scènes paysannes sont dues à Louis Lenain et que ce tableau-là, il y a consensus pour l'attribuer à Louis Lenain aussi. Donc, dans ces conditions, voilà un peintre qui est capable de peindre dans les deux genres, au fond. Le grand genre, Bacchus et Ariane, c'est le grand genre, et la scène paysanne, c'est le petit genre. C'est un tableau qui est intéressant aussi par la légèreté de la touche. Alors, si on entrait vraiment dans le détail de l'analyse, on dirait qu'on reconnaît la manière particulière de peindre les doigts des mains, des doigts de forme conique que l'on repère sur tous les tableaux attribués à Louis Lenain. Depuis Paul Jameau, les doigts coniques, c'est la marque de Louis Lenain. Pour distinguer des groupes, on s'appuie sur les doigts, on s'appuie sur un certain nombre de critères que l'on essaye de repérer. Donc, un tableau attribué à Louis Lenain, remarquable par la légèreté de la touche, remarquable aussi par le chromatisme de ce tableau. Regardez par exemple les nuances de vert que l'on voit. On a ici un vert pour le manteau d'Apollon, le manteau de Bacchus, excusez-moi, donc un vert un peu bleuté. On a ici un vert un peu plus sombre pour le vêtement du marin qu'on voit de dos, un autre vert pour le vêtement de ce marin-là. Donc, une grande variété de nuances pour les coloris. Bon, donc, sur le plan formel, c'est un tableau très, très, très bien fait. Maintenant, que représente-t-il ? C'est le mythe d'Ariane, évidemment. C'est les grandes lignes de ce mythe, donc d'Ariane et de Thésée. Thésée, le fils du roi d'Athènes, Égée, part pour la Crète afin de traquer le Minotaure dans le labyrinthe, et pour cela, il obtient l'aide d'Ariane, la fille de Minos et de Pasiphaë, et donc Ariane qui remet à Thésée une pelote de fil que Thésée va dérouler dans le labyrinthe, ce qui lui permettra de sortir du labyrinthe. Et sortant du labyrinthe, alors là, la légende mythologique évolue, il y a plusieurs tendances. Sortant du labyrinthe, il revient donc à Athènes en emmenant Ariane. Il revient donc pour Athènes en emmenant Ariane, et il y avait une convention entre Thésée et Égée. Au retour, si tout se passait bien, le navire devait arborer une voile blanche, et s'il y avait un problème, bien, il arborerait une voile noire.
il y a la voile noire, Thésée a oublié de changer la voile de son navire, et donc lorsque Égée va voir arriver un navire à voile noire, il va se jeter dans la mer qui depuis porte son nom. Bon. Apparemment ici, vu la voile noire, c'est le bateau de Thésée. Thésée emmène Ariane et laisse Ariane à Naxos pour rentrer à... Il abandonne Ariane à Naxos. Ariane au rocher, comptant ses infortunes. Et certaines variantes de la légende racontent que Bacchus découvre Ariane à Naxos, c'est ce qu'on voit ici. Bacchus découvre Ariane, emmène Ariane, et puis de cette union va naître un rejeton, donc fils d'Ariane et de Bacchus. Sauf qu'il y a la voile noire. Donc évidemment, on a l'impression que Louis le Nain a un petit peu confondu les différents aspects de la légende. Thésée abandonne Ariane, donc monte dans son bateau pour repartir. Ici, ça ne peut pas être Thésée, ou alors il faudrait admettre que Thésée monte dans son bateau en marche arrière, ce qui est imprudent. Bacchus découvre Ariane à Naxos, donc il sort de son navire en marche avant, donc ça va, mais il y a la voile noire. Donc visiblement, Louis le Nain n'a pas été très vigilant dans ses recherches thématiques, peut-être, ou il s'en moquait un peu, peu importe. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'on a affaire ici à une très belle peinture, remarquable par, comme je l'ai dit, le chromatisme, remarquable aussi par la clarté, par la sérénité. C'est une très belle peinture classique, une très belle peinture française du XVIIe siècle. Autre tableau de Louis le Nain, l'Adoration des bergers. Alors là aussi, évidemment, on ne peut qu'être impressionné par la légèreté de la touche, par les nuances, par les coloris. Vous voyez par exemple ici les nuances de mauve, de vert, de bleu, hein, que l'on voit sur les différentes étoffes. Ce qui est remarquable aussi, c'est ce sont ces petits angelots qui sont, enfin non, ce sont des anges, hein, qui sont là avec leurs cheveux bouclés et leur expression un petit peu enfin, pleine d'ironie. Et donc c'est l'adoration des bergers, évidemment, devant l'enfant Jésus, qui est représenté. Même le bœuf vient rendre hommage, évidemment, à l'enfant Dieu. Le bœuf, qui ici n'est pas gris, hein, c'est le bœuf et l'âne gris. Le bœuf n'est pas forcément gris, mais il est représenté ici. Et l'âne est sur la droite. Ce qui est caractéristique aussi, c'est le drapé, la science du drapé qu'il y a dans le vêtement de la Vierge, et puis les doigts coniques, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont la marque de fabrique de Louis le Nain. Donc là encore, clarté, sérénité, belle peinture française du XVIIe siècle, belle peinture classique réalisée par un grand maître, certainement. Et puis le dernier tableau que je voulais vous montrer, un tableau de Louis le Nain, c'est celui-ci, donc paysan dans un paysage. C'est probablement le tableau le plus étrange de toute la série que nous avons vue. Paysan dans un paysage. Bon. On voit des paysans, alors s'agit-il vraiment de paysans? C'est tout le raisonnement que j'ai tenu tout à l'heure qu'il faudrait reprendre. Enfin, des paysans qui sont disposés voilà, au premier plan je dirais, peut-être pour donner l'échelle. Vous avez ici un joueur de flageolet, vous avez là un joueur de vielle à roue qui joue de la musique, mais cette musique n'est pas du tout le sujet principal du tableau. Vous avez sur la gauche une vieille femme qui est assise et qui regarde, mais qui ne joue aucun rôle particulier. Il n'y a pas d'anecdote il n'y a pas de récit particulier dans ce tableau. Le véritable sujet du tableau, c'est le paysage. Le paysage montueux, le paysage qui est animé par quelques maisons, voilà un clocher d'église, le paysage où l'on voit dans le lointain des activités, il y a un troupeau, il y a un berger, il y a un cheval qui passe, c'est le paysage qui est l'élément central de ce tableau, c'est le véritable sujet du tableau. Un paysage qui n'est pas du tout spectaculaire, qui ne correspond pas du tout à l'idée que l'on se fait du paysage. Le paysage, c'est le petit genre, hein, mais lorsque l'on peint un paysage, c'est un paysage, voilà, ce sont c'est une rivière, ce sont des arbres, ou une mer déchaînée éventuellement. Rien de tel ici, hein, un paysage très
très simple, très ordinaire, très prosaïque d'une certaine façon. Et c'est cela que Louis le Nain a voulu représenter. Alors bien entendu, quand on voit ce tableau, on peut se dire que il a dû influencer probablement un tableau qui est peint, vous voyez, la date c'est 1642 pour celui-ci, un tableau qui a été peint juste un siècle plus tard, tableau de Thomas Gainsborough, Monsieur et Madame Andrews. Monsieur et Madame Andrews, donc 1750, où on voit des personnages au premier plan. Alors ceux-ci, bien sûr, sont un petit peu plus travaillés, un petit peu plus précis, un petit peu plus détaillés. Après tout, ce sont les commanditaires du tableau. Ils ont payé le tableau, il faut bien qu'ils se voient, autrement ils ne seront pas contents. Mais le véritable sujet du tableau, c'est quand même le paysage ici aussi. C'est le ciel, ce sont les champs cultivés, ce sont les arbres qui s'étagent dans les différents plans de ce paysage. Et on peut se demander s'il y a un lien, s'il y a une influence de Louis le Nain sur Thomas Gainsborough. C'est une question qu'on peut se poser. Alors, il faut revenir sur l'histoire de ce tableau donc de Louis le Nain, 1642. C'est un tableau qui est montré en 1910 à l'exposition qui a lieu à Londres. Un tableau qui est acheté par un collectionneur américain qui finira ensuite par le léguer à un musée de Washington. Mais c'est un tableau qui fait son apparition en 1829 dans une vente après décès. Vente après décès qui donne lieu à la vente aux enchères donc, de ce tableau. Donc le tableau est décrit, il est identifié de façon précise, il est repéré de façon précise en 1829. Donc depuis cette vente après décès, le tableau est connu. Et qui était le propriétaire du tableau, mort en 1829? Ben, c'était justement Thomas Gainsborough. Thomas Gainsborough a acheté ce tableau, il l'a conservé toute sa vie, et à sa mort, il figurait dans sa collection, dans son atelier tout au moins. Donc, il n'est pas du tout illusoire de dire qu'il y a une influence de Louis le Nain sur Thomas Gainsborough, c'est une certitude, étant donné justement cette acquisition. Alors cela m'amène évidemment à une conclusion. Une conclusion que je ferai en 3 temps. Premièrement, les frères Le Nain avaient fait le choix de leur vivant de ne pas apparaître sous leur prénom. Ce choix-là, on peut en comprendre les motivations, mais on peut aussi considérer qu'il ne nous engage pas, d'où tous ces travaux qui ont abouti à proposer des identifications, comme je vous l'ai expliqué. Et par conséquent, c'est un intérêt particulier. Le mystère Le Nain en est un, du fait même du choix fait par les peintres, mais ce mystère peut être dissipé, au moins en partie, donc comme on l'a vu. Si on identifie, si on sépare, si on transforme la Trinité en trio, alors il y a un phénomène tout à fait net qui apparaît, c'est que des 3 peintres, il y en a un qui surplace nettement les 2 autres, c'est Louis Le Nain. Louis Le Nain qui peut apparaître comme non seulement le grand peintre de la famille, mais qui peut apparaître comme l'un des grands peintres, l'un des grands maîtres de la peinture française du XVIIe siècle. C'est ce que l'on voit bien, enfin je crois, c'est ce que j'essaie de montrer dans cet exposé. Et en tout cas, c'est ce à quoi aboutit l'exposition de 2017 à Nantes. C'est-à-dire que ce que l'on n'avait pas voulu faire en 1978, on l'a fait en 2017, et donc on arrive à la conclusion que Louis Le Nain est l'un des grands peintres français du XVIIe siècle. Cela confirme l'idée que l'on peut se faire des expositions en général, et des expositions du Louvre-Lens en particulier, c'est-à-dire la volonté de traiter un sujet et de produire un travail qui va faire référence pendant longtemps. C'était l'ambition des organisateurs d'exposition. Je crois que c'est une ambition qui est bien réussie, qui est bien remplie.